On va faire un truc qui sera plus ou moins un bol. Donc les ateliers... Là, on a 1 heure là, à peu près. On a 1 heure, voilà. En général, les premiers ateliers nous permettent de fabriquer des pièces comme ça, plus ou moins hautes. Et il faut y mettre de l'intensité, il faut que ça claque. Oups. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas au milieu. On recommence. Tu recommences. Voilà. À l'oreille, c'est très très bien. Generation local. Ok. Traditionnellement, on fait d'abord cuire la pièce et après on l'émaille. Ok. Et on la recuit une deuxième fois. Voilà. Alors explique-nous comment tu as réalisé ce truc low-tech. Eh ben, je suis parti d'une récupération d'un lave-linge. Ouais, là on voit la roue du lave. On va approcher un petit peu. Allez, suite de l'atelier au cœur de la terre, partie 2. Après le tournage, le tournassage, toujours avec Renaud qui va nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, on a les pièces. Voilà, le rendu, elles ont diminué de 4%, hein, c'est ça? À peu près, ouais, c'est ce qu'on a mesuré tout à l'heure. Voilà, et on a mesuré ici la différence. Et donc là, aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire le pied, c'est ça? On va travailler le pied. Là, pour l'instant, les pièces, donc elles sont, on appelle ça la consistance cuir. Elles sont très fraîches, encore très humides. On peut les gratter. Bien. Par contre, on peut les gratter à l'ongle. Si on voulait tracer des choses, ce serait le moment. C'est pas ce qu'on va faire. Là, on va aller travailler le pied, éventuellement pour ah oui, les creuser comme ça en dessous pour faire un joli pied. On peut faire un peu ce qu'on veut. L'idée, c'est quand même d'évider ici pour que ça se pose facilement sur les surfaces. Si c'est tout plat, le risque, c'est que ça bascule un peu dès qu'il y a un petit grain. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle le tournassage. On va usiner la pièce. On va la poser à l'envers sur le tour cette fois-ci. Et on va enlever de la matière. Ok. Et puis ensuite, on va profiter, on va accélérer un peu le rythme habituel, c'est qu'on va émailler sur une terre qui est crue. Traditionnellement, on fait d'abord cuire la pièce et après on l'émaille. Et on la recuit une deuxième fois. Et on peut faire la monocuisson, c'est ce que j'ai fait là. Donc ça, ici, c'est une pièce qui a été maillée après cuisson. Donc je l'ai cuit une fois. Je l'ai émaillé, je l'ai recuit une deuxième fois. Donc on a ce rouge qui donne cet effet-là. Et celle-ci, c'est ce que je l'ai faite en monocuisson, c'est-à-dire que je l'ai émaillée alors que la terre n'était pas sèche. D'accord. Et pas cuite surtout. Et donc on a le même émail qui rend pas du tout la même chose. Bon, qui est sympa aussi, mais qui reste plus orange. Et voilà. Ça permet d'économiser une cuisson, c'est ce qu'on appelle la monocuisson. Ouais, bah c'est très bien. Ça va plus vite et le rendu peut être très sympa aussi à ce niveau-là. Donc je pense qu'on va faire ça. Bah ouais, on va faire ça. Ok, donc là, tu as mis en route le tour. J'ai mis en route le tour, j'ai mis un rondeau, je l'humidifie et je vais le sécher. Parce qu'on va coller nos pièces avec de la terre fraîche. Et si le bois est trop sec, la terre ne va pas coller dessus. Donc là, je vais positionner ma pièce et je vais, dans un premier temps, la centrer. Donc je vais tourner assez lentement. Voilà. Alors, comment tu vas faire? Je vais la mettre à peu près au milieu. Là, bon, j'ai les cercles qui m'indiquent déjà un peu, donc je dois pas être très loin. Et puis, je vais prendre un support pour être le plus près possible. Alors, à condition qu'il soit bien posé, voilà, hop. Bien posé. Là. Voilà. Et je vais aller caresser la pièce, laisser mon doigt se faire écarter par la pièce et garder la position la plus éloignée du centre. Je vais exagérer au début. Donc je tourne doucement. Voilà. Et donc là je vois, je caresse et je bloque. Ça me permet d'évaluer l'écart. Et je vais arrêter là. Je vais arrêter le tour dès que ça lèche là. Tac. Je vais pouvoir déplacer la pièce vers le centre de la moitié de l'écart que j'ai vu de l'autre côté, à peu près. Tu vois l'idée du rayon. Tac. Hop, je remets en route. Un peu plus vite. Ça lèche, je bloque. Là j'ai 4 mm à peu près. Je vais déplacer de 2. Je recommence. Presque 1 mm. Hop. L'idée c'est que ça caresse mon doigt tout le temps, un peu. Voilà, là ça caresse bien mon doigt. Voilà, c'est parfait. Et là je pourrais tourner assez vite, la pièce est centrée, elle ne va pas s'envoler. Je ne vais pas chercher d'autre. Donc on voit en bas que ça joue un peu parce que la pièce elle n'est pas vraiment dans l'axe.
toujours. Ouais. C'est pas grave. Le principal, tu vois, j'ai mesuré à peu près assez près du pied, parce qu'on va travailler que le pied. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, je vais recoller ma pièce. Donc je prends des petits boutins, des grosses noisettes là. Je tiens bien ma pièce pour pas qu'elle glisse. Et là, je vais boudiner en appuyant vers le bas, puis vers l'extérieur. Hop, et je vais encercler ma pièce comme ça sur 3 endroits, ça suffit. Ouais. Donc ça va coller et ma forcément, pièce parce que sinon autour. après, elle va se décaler. Voilà. Et alors, il faut que ça colle bien. Voilà, hop. Et voilà, alors la terre que j'utilise est un petit peu humide, mais ça va aller. Voilà, donc là ma pièce tient. Ouais. Je vais remettre ça parce que je vais essayer de travailler au plus près pour être très raide. Et là, c'est de l'usinage, hein, comme des tours mécaniques ou tours à bois. Donc, je vais utiliser des outils plus ou moins coupants qui sont là. Alors, c'est un peu tous, mais il y a celui-là qui est super pratique. On appelle ça une mirette. Ouais. C'est un fil qui est un peu aiguisé. Ah oui, d'accord. Voilà, il y en a de plusieurs formes. J'essaie de trouver, il y a celle-là qui est ronde. Tu vois, le fil est plat en fait, et puis c'est légèrement aiguisé sur les bords. Et après, on peut utiliser des couteaux de différentes formes, un peu suivant les géométries qu'on va travailler. Du moins, ce qu'il fabriqué aussi. Alors, je l'utilise un peu moins, mais voilà. Avec de la tôle, on peut aussi faire ouais, carrément. un peu de tôle inox. Et il y en a du commerce qui sont pas toujours évidentes à prendre en main, par contre qui te permettent de travailler avec plein de côtés. Donc, qui sont, Ouais. une fois que tu l'as en main, qui sont très pratiques. Il faut se former à tous ces petits trucs là. Ouais, bah ouais, en fait, il faut apprendre encore à l'utiliser. Il faut les connaître, ouais, Voilà. tous ces trucs de poterie. Tout à fait. Ok. Donc là, il y a deux choses. Je vais calibrer le diamètre sur les flancs et remettre à plat. Là, on a fait, toi aussi, on a fait des belles pièces, donc il y a peu de voile. Par contre, on va vraiment chercher un truc nickel. Ok. Pour ça, l'idée, c'est de travailler au plus près, très raide, de prendre peu de copeaux. On va tourner vite, mais on va faire des petits copeaux Ouais. qu'on va lever au fur et à mesure pour que l'outil bouge pas, pour avoir un truc bien bloqué. On travaille en maintenant avec un doigt au centre, légère pression, et puis ça va permettre aussi de faciliter avec, tu vois, ici je vais pouvoir gérer ma distance au centre pour être bien raide. Donc je démarre lentement, hop, et puis j'accélère, on tourne relativement vite. Voilà. Comme la pièce est centrée, là il n'y a pas de souci, il n'y a pas de balourd. Je viens la maintenir, je cherche le centre là où ça ne bouge plus. Et je vais venir, tu vois le petit décalage qu'il y a sur le bord. Et ben je vais venir, hop, juste enlever un peu de coco. Et juste un peu de coco. Et encore un peu. Voilà. Et là, déjà, tu vois sur la hauteur que j'ai fait, je suis homogène. Donc après, si j'ai envie de descendre plus bas, je peux, j'ai pas besoin, mais je peux aller dans la gorge directement, faire une petite bosse. Et j'enlève vraiment très progressivement. Alors je le fais lentement pour l'exercice, quand je travaille tout seul, je fais un peu plus vite. Mais, voilà, donc là je vais enlever du coco. Là j'ai une bosse que je vais enlever peut-être avec un outil un peu plus large. Ici, donc je cherche la raideur toujours. Hein. Ouais. Voilà. Et après, là j'ai un peu libre cours. Alors normalement on vérifie l'épaisseur pour s'assurer de ne pas descendre trop. Là on a des pièces qui sont assez massives. Moi j'aime bien travailler avec la pointe dessus ici. Et là par contre, là je peux envoyer du coco. Je vais marquer le bord de mon pied. Ici, je vais faire une petite diagonale là, donc je descends en vertical simplement. Ouais. Voilà, tu vois, je peux faire du coco assez généreux. Ouais. Et puis après, là, je vais rentrer dedans. Alors je me déplace vraiment tranquillement. Je fais du coco pas épais, mais là j'enlève en profondeur. Tu vois, je fais quasiment 3000 à 2000 d'un coup. Bon, c'est parti pour un pied plat. Ben, on va se faire un pied plat. Alors qu'est-ce que tu appelles un pied plat? Ben, à l'intérieur, c'est tout plat, c'est horizontal. Là. Ok, ouais. J'aurais pu creuser dans un sens. Voilà, bon, des fois, ça vient comme ça. Alors là, je vais me trouver embêté. Tu vas me dire, tu fais comment sous le doigt là? Ah oui, ça on va enlever le doigt. Donc je vais mettre un peu plus au propre. Là, je vais travailler ce coup-ci avec le plat de l'outil. Ouais. Je marque l'extérieur. Voilà. On a une consistance qui est très agréable. Là. Le coco est très bien.
Quand c'est plus humide, le copeau colle à l'outil. Et quand c'est plus sec, ça fait de la poussière, ça grince. Là, on est vraiment sur un truc nickel. Et là, je vais aller travailler. Donc, je maintiens quand même ici. Je laisse glisser mes doigts. Et puis, alors l'outil est un peu large, mais je vais travailler juste avec la pointe au début. Et là, je me déplace à l'horizontale vers l'intérieur. Avec un petit copeau. Et je vise bien le centre. Et à un moment donné, j'arrive au centre. Là, et puis pour vérifier si je suis bien plat, je vais venir me mettre des deux côtés. Alors c'est casse-pied parce que ça tient à droite et ça pousse à gauche. Donc ça danse un peu des fois. Voilà, j'étais pas très plat. On va laisser descendre un peu. Là, et ici je vais m'assurer. Alors on peut le faire avec une règle, souvent c'est mieux. Des fois les bords ils peuvent être soit comme ça, soit comme ça. Et avec la règle du coup, alors là faut y aller vraiment gentiment. Mais je vais aller la poser. Déjà juste avec les ombres, je vais voir si c'est. Je suis pas mal plat quand même, mais tu vois ça rentre un peu vers l'intérieur là. Légèrement à l'intérieur. Donc là je vais poser la règle vraiment tout gentiment pour aller récupérer quelque chose de. Du copeau. Alors faut que je pense un peu. Voilà. Ça vibre. Voilà. On est bien. Puis à la fin, tu vois la couleur a changé entre ce qu'il y avait avant et ce que j'ai touché à l'outil. Et les endroits c'est un peu noirci et tout, donc je vais juste recréer un peu de barbotine. Là je peux ralentir un peu. Donc je vais mouiller les parties que j'ai travaillées jusqu'à ce que ça reblanchisse un peu, d'avoir créé une barbotine et on verra plus la différence entre les endroits que j'ai touché et pas touché. Dès que ça va sécher, ça va revenir à la normale. Un petit truc aussi, c'est que je vais aller casser l'angle extérieur parce que pour les mailles il a du mal à tourner sur les angles vifs. Remarque, non, il est déjà arrondi. Non, c'est bon. Ok. Là j'ai fait un peu trop de barbotine là, donc j'ai enlevé la petite un peu trop là. Très bien. Là, et c'est là que j'ai mon tampon, donc imprimer 3D. Allez. Alors la terre est un peu dure, je sais pas si je vais pouvoir imprimer comme il faut, mais on va essayer. Ouais, elle est un petit peu dure pour. Mais ça va, si on y part gentiment, mais avec fermeté. Voilà, une belle signature. Signature de Au cœur de la terre. De Renaud, De Renaud. Mon signature excellent d'artiste. Excellent. Bon, voilà le rendu avant cuisson, avant émaillage, comme on dit. Ouais, on va faire l'émaillage dans la foulée, je pense. Eh ben allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour faire un tour du tour. Un tour du tour, les dessous du tour. Voilà. Alors explique-nous comment tu as réalisé ce truc low-tech. Eh ben, je suis parti d'une récupération d'un lave-linge. Ouais, là on voit la roue du lave-linge. Voilà, alors faut imaginer, bon je l'ai mise à l'envers, mais tout l'axe qui est là, c'est ce qui est derrière votre tambour. Donc le tambour du lave-linge est derrière là-bas. Donc tu commences par récupérer un vieux lave-linge qui est usé. Je le dépiote complètement, je décarcasse tout. Je récupère le moteur, la courroie, la poulie. Et surtout, le principal, c'est l'axe qui est là, un axe bien raide. Voilà, donc initialement, il y avait les 3 branches ici avec le tambour fixé. Ouais, ok. Voilà, donc là, tu as scié. J'ai scié ce qui ne m'intéressait pas, j'ai fait un petit trou au milieu, en pression ça suffit. Et donc derrière, alors celui-là je l'ai fait un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai pas gardé la structure du lave-linge. Donc j'ai refixé ici,
le moteur. Donc il peut pivoter autour de là et je peux, avec cet écrou-là, régler la tension de la courroie. Dans le prochain que je vais faire, j'ai gardé toute la carcasse plastique. Bah oui. Il n'y aura pas besoin de régler ça, donc ça sera impeccable. Voilà, là c'est du bois, c'est du contreplaqué marine, donc il tient à l'humidité de manière ouais, ce que tu disais du bois de palette, ça tiendrait pas, quoi. Bah, ou alors faut le traiter, faut le poncer. Voilà, et puis le risque c'est que ça commence à bouger ici, que la courroie tombe et tout. Ouais, bon. Que ça c'est du très costaud, ouais. Voilà, donc là, bah voilà, après il a tout ça à 3 ans. J'ai changé les roulements une fois. Ah oui? Parce qu'ils prennent l'eau, ils prenaient l'eau, j'avais fait un truc pas tellement étanche. Ouais. Ça va peut-être tourner là. Non, ça va. Et donc, vu d'en dessous, comment ça tourne, bah, ça tourne comme ça. Ouais. Voilà. Donc on met pas les doigts dedans. Oui, forcément. Ouais, c'est ingénieux. Donc là, je dois être à 1/10 de la vitesse du moteur. Et c'est maxi pour mon tour, ça suffit pour du tournage. Si je voulais faire un tour à bois, je pourrais en profiter pour aller plus vite, par exemple. Un tour à bois, ouais, carrément. On pourrait faire plusieurs tours, en fait. C'est juste un moteur qui tourne avec un axe. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Voilà. T'as imaginé faire d'autres trucs avec, ouais, un tour à bois. Ouais, le truc à venir, ce serait un tour à bois. Là, des tours comme ça, j'en ai fait 4. 3, 4. Là, j'en ai un 5e en prépa. Donc là, c'est la structure. Oula. Là, donc, là c'est l'ouverture du lave-linge. Ouais. Normalement, il y a la boîte qui se referme ici. Puis ouais. Là. Donc, moi, je récupère tout ça. Tu vas garder la structure, ouais, bah oui. Je vais garder toute la partie plastique là qui m'intéresse. Ouais, tu découpes. Peut-être ça, je sais pas encore, c'est un peu loin. Peut-être ces deux-là. Tu vois, 1, 2, 3. Ouais. Ça va me permettre de me fixer dans le bois directement ici, on va voir. Je sais pas encore, mais je vais garder en tout cas cette liaison-là. Ouais. Démonter le tambour qui est fixé là avec des vis, les 4 vis à laine qui sont là. Pourquoi le démonter? Pour enlever le tambour. Parce qu'en fait, je vais... Ah bah oui, il faut enlever le tambour qui est en dessous, là, la structure, ça, il faut le jarter, ouais. Là, je vais l'enlever, les fixations sont différentes, voilà. Ok. Après, ça peut se récupérer. Alors, je suis un peu loin de la mer, mais ça sert souvent de vivier à crabes. Ah oui. Ils remontent les casiers. Ouais. Et puis, ils laissent les crabes là-dedans quelques jours, le temps de les consommer ou de les vendre. Ouais, carrément. Faut bien le nettoyer. Voilà. Après, on peut faire des trucs marrants. Tu mets de la terre avec des graines sur le bord. Et puis tu as des arbres qui poussent comme ça, rigolo. Voilà, il y a plein d'idées. Bah ouais. Donc du coup, combien ça coûterait de faire une transformation comme ça là Alors, le variateur électronique, il y en a pour une vingtaine d'euros. 20 euros. Le bois, si on veut un peu de la qualité, peut-être une trentaine d'euros. Ouais. Et ensuite, suivant les compétences bricolistiques de la personne, on va passer entre 3 et 5 heures à faire le machin. Yes. Donc on peut se dire sur une petite journée c'est plié. Ouais. Voilà, il faut juste avoir un lave-linge. Ouais. Et puis scie circulaire ou scie sauteuse, ça suffit. Perceuse visseuse. Quelques vis. Ouais. Voilà. Des vis à bois. Ouais, des vis à bois. Voilà. Et là pour découper ça. Scie sauteuse. Scie sauteuse, ouais, ça va. Ou meuleuse ou l'outil vibrant, la Fein. Ouais. Avec un disque. Ça découpe assez bien, ça peut se tailler au. Une défonceuse, non pas la défonceuse. Non, avec une scie égoïne. Ah oui, voilà, une scie égoïne, ouais. Donc c'est pas pratique, mais ça se fait bien. Ouais, génial. Et puis là, il n'y a pas d'insert métallique. Les inserts métalliques sont que là. C'est que du plastique tout le long. Donc là, une fois qu'on a enlevé la carcasse, le tambour. Ouais, bah génial. Voilà. Bon, merci pour les explications. Avec joie. Comme on a fait un émaillage sur pièces crues, humides, le séchage va quand même durer 4-5 jours. Ok. Au bas mot. Et puis une fois que ce sera bien sec, je pourrai les mettre en cuisson, une seule cuisson. Et on obtiendra une couleur qui sera à peu près proche de ça, ici. Ouais. Et pour la tienne, c'est ça qui va être très rigolo. C'est du verre, c'est un verre comme ça. Un verre comme ça, est-ce que j'en ai pas d'autres ici?
Ouais, bah c'est ce que tu as dans la main. Ouais. Voilà. Ok. Bon, moi j'ai fait une petite erreur en prenant un peu vite et. En voulant prendre la pièce, comme elle avait repris de l'humidité avec l'émaillage, bah ça a fissuré sur les deux bords. Sur les deux bords, alors j'aurais dû prendre un peu plus sur la base. C'était pour, c'est pour émailler le dessous, voilà. Voilà, pour pouvoir émailler le fond. Bon, bah allez, on verra ce que ça donne après la cuisson. On se retrouve après. Avant d'aller voir Renaud pour le résultat de l'émaillage des pièces, je voulais vous tenir au courant que voilà, j'ai eu un problème de micro, donc je tiens à m'excuser. Moi, on m'entend moyennement. Voilà, on se retrouve ici après au marché de Pâtisserie Saint-Lazare au Mans pour voir son exposition, ses ventes voilà, durant le marché de Noël. Voilà, je fais aussi le tour de mes amis ici qui vendent des champignons, des plantes. Nelly, il y a Cécile aussi que j'ai pris en vidéo, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et voilà, on se retrouve ici après pour une vidéo bonus, des explications. Allez, c'est parti pour la suite. On va voir le résultat de l'émaillage avec Renaud. Alors déjà, j'arrive, il me montre sa dernière réalisation. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une pipe. Voilà, super. Parce que voilà, tu t'intéresses. C'est un proto. Tu t'intéresses au tabac, c'est ça? Je m'intéresse au tabac à vertu à destination de soins. Ouais, parce que c'est vrai que la médecine du tabac, ouais. qui est beaucoup utilisée qui est utilisée dans beaucoup de traditions ancestrales, en particulier le chamanisme. Et voilà, ça fait quelque temps que je me sens appelé à utiliser cette plante-là. Génial. Donc là, je vais remouiller. Normalement, on ne le fait pas trop, mais je vais retremper une deuxième fois. Ouais, vas-y. Pour charger un peu plus la surface. Ouais. Parce qu'on voit encore les écarts, enfin les coques de... Oui, bah ça, c'est pas trop gênant. C'est plutôt qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Ouais. Les coques de quoi Ça, c'est du coquillage. Du coquillage, voilà. Ça, c'est de la terre naturelle que j'ai cueillie dans le marais Poitevin. Et le marais Poitevin qui était une lagune pendant longtemps avant que ça sèche. Ouais. Donc il y a plein de coquillages. Yes. Donc il y a des éclats de coquillages qui sont pas terribles en termes techniques pour la poterie. Et à la fois, ça fait un petit effet. Cool. Voilà, donc c'est une terre qui boit peu. Normalement, ça sèche beaucoup plus vite. Donc il y aura peut-être un peu de coulure. Ouais. Mais on va faire comme ça, de toute façon. Trop bien. Hop, je la mets au-dessus de la chaudière. Ouais, ça me fait penser, moi j'ai fait la tranche jurassienne l'hiver dernier et j'ai logé à Saint-Claude qui est la ville de la pipe et du diamant. D'accord. Donc voilà. Alors du coup, moi je suis venu pour voir les résultats des réalisations, voilà. Des cuissons. Donc voilà les deux. Donc ça c'est le projet Byzance qui va bientôt sortir. Ok, ouais c'est pas mal. Ça c'est toi qui l'as fait. Oui. Donc là ce qui est amusant c'est que ce rouge là c'est ce rouge là. Donc là c'est le même émail qui a été posé. Ok. Ici sur ce qu'on appelle une terre biscuit, donc une pièce qui a déjà été cuite. Je pose l'émail et je refais une cuisson avec. Et ça, c'est sur une terre qui n'a pas été cuite. Je pose le même émail et je fais une seule cuisson. Là, il n'y a qu'une seule cuisson. Voilà, donc ça permet avec le même émail de faire deux couleurs différentes. Deux rendus complètement différents. Mais ça va tenir dans le temps aussi. Après, c'est exactement la même chose. Ça pourrait même tenir un peu mieux. Ouais. Et là, là c'est moi qui ai émaillé. Alors c'est un émail qui n'est pas facile à poser celui-là. Ah oui. Quand il n'y en a pas assez, ça rend pas, et quand il y en a trop, ça chasse. Ouais. Donc là, il y a eu un peu des deux. Ok. C'est un émail qui rend bien, mais qui n'est pas facile à poser. Ouais, c'était une première fois pour moi, donc je n'attends pas la perfection. Puis ça fait un effet là sympa, là, je trouve. Voilà. Bah ouais, carrément. Voilà. Et puis même le défaut là a été soudé là, donc c'est bon, c'était réparé quoi. Ouais, tu vas pouvoir voir Bon, on peut aller voir le four vite fait. On va aller voir le four. Là, il est en refroidissement, il n'est plus très chaud. Ouais. C'est une cliente qui tourne chez elle et qui fait ses cuissons chez moi. Ouais. Je l'ai un peu entrouvert pour qu'il refroidisse plus vite. Ouais. Sur une première cuisson comme ça, on peut le faire. Et puis ça me permet de sortir les pièces plus vite parce que je vais avoir besoin du four. Donc alors, c'est quoi comme type de four? C'est un four spécial? Ouais, c'est un four à céramique qu'on appelle basse température parce qu'il ne peut monter que jusqu'à 1100 degrés à peu près. D'accord. Et les hautes températures, on est dans les 1300 degrés en température max.
Voilà, donc là c'est... Donc là il est orange. Là il doit être, il est froid, il est à 20 degrés. Tu l'avais mis en route ce matin, c'est ça? Ah non, je l'ai mis en route hier. Ouais, tu l'as arrêté ce matin, c'est ça? Et il s'arrête tout seul. Ouais. Et après, j'attends qu'il refroidisse. Et je l'ai ouvert ce matin, je l'ai entrouvert un peu au-dessus de 100... Oula. Ah, un peu au-dessus de 100 degrés. Ok. Et donc là on a des pièces qui sont cuites, qui sont dures. Cette cliente en émaille certaines mais pas toutes. Ouais. Et voilà, elle utilise plusieurs terres qui sont plutôt des grès, alors que la température de cuisson là est un peu trop basse pour les grès, si on voulait en faire des pièces techniques. Ouais. Les grès c'est quoi? Le grès c'est une variété d'argile. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés. Des petits collages en dessous. Je vais regarder de côté celle-là. Le gris il se trouve pas par chez nous? Je ne crois pas, je t'avoue que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Question que je ne me suis pas posée. Ouais, je sais pas s'il existe une carte qui répertorie les types de terres. Alors ça existe, mais c'est plutôt à destination agricole. Parce que les terres argileuses... Oui, c'est pour les agriculteurs, savoir la qualité de leur terre. Voilà. Ok. Donc là, oui, tu disposes en plusieurs étages et tout. Ça ne dérange pas pour la cuisson? Non, l'idée c'est d'optimiser. Optimiser. Bah ouais. Et là, ça cuit en combien de temps là? La montée en température se fait là on doit être sur 5-6 heures je crois. Ouais. Et puis le plus long c'est la descente. Il faut compter 24 heures un peu une vingtaine d'heures. Ok. À peu près. Donc ça coûte en électricité là? Et ça coûte, oui, et en même temps il y a des gens qui disent ouais ça coûte super cher. De ce que j'ai mesuré, on est entre 6 et 8 euros par four. Ouais. Ça reste raisonnable. Oui, d'accord. Quand j'en avais entendu parler, je croyais que c'était 20 euros le four. Voilà. Donc là, sur un truc comme ça, un four entier comme celui-là, je vends ça à 40 euros. Ouais. Parce que y a le temps de main-d'œuvre. Ouais. En général, il y a quand même des pièces qui m'arrivent pas spécialement en bon état, donc il faut que je les prépare un peu aussi pour. Voilà, donc ça prend du temps et c'est plutôt ce temps-là que je facture. Okay. Oui, donc c'est des gens qui font les pièces chez eux ou de leur côté. Oui, tout à fait. Là, c'était vachement intéressant. C'est une dame qui est venue en atelier de manière assez intense pendant 2-3 mois. Ouais. Et son père lui a offert un tour. Ouais. Et du coup, maintenant, elle tourne chez elle. Et de temps en temps, quand elle est un peu en difficulté techniquement, elle revient faire 1 ou 2 ateliers pour débriefer. Excellent, ouais. Et sinon, elle fait cuire ses pièces ici, donc on se revoit tous les 3 mois. C'est vrai que c'est un four partagé, du coup. Ça permet d'éviter que chacun achète son four, quoi. Voilà, et puis moi, des fois, ça me permet de faire des fours alors que j'avais pas assez de pièces pour faire un four entier. Donc ça permet de compléter, et puis ça me permet aussi de voir d'autres types de créations. Ça m'ouvre aussi d'autres espaces. Ben ouais, carrément. Bon merci Renaud pour cet atelier céramique, c'était avec un plaisir. Joie. Bah ouais, c'était chouette, c'était chouette, c'est bien déroulé. Première découverte pour moi de faire de l'émaillage comme ça, et puis de te rencontrer, ouais. Bah ouais, c'était bien de pouvoir faire tout le cycle du tournage, tournassage et puis émaillage. Ouais, tiens, voilà, pour te remercier, un petit tote bag merci, impeccable. On va faire mes courses. France, voilà. En marché, nickel. C'est avec plaisir, ouais, c'est trop bien. Ouais, plaisir partagé. Allez, on retrouve Renaud sur son stand après l'atelier. La vente. La vente, donc qu'est-ce que tu exposes là? Mes créations. Tes créations, on commence par quoi? Donc ça c'est quoi? Ça ce sont des photophores. Photophores, donc c'est pour mettre... t'as mis quoi dedans? Là j'ai mis une grosse bougie avec... Une bougie naturelle, hein, voilà. Ouais, cool. En verre. Trop bien. Ça, donc là, c'est plus sympa l'été en fin de soirée quand il commence à faire nuit. Ouais, t'as fait un super émaillage là avec ta petite signature. Voilà. Ouais. Après, t'as quoi? Tes boucles d'oreilles? Voilà, boucles d'oreilles pendentifs. Là, c'est des petites tasses à café. On a bu le café là dedans. Tasses, plus ou moins, trop bien. Voilà, des moyennes. Là, des mugs. Voilà. C'est le résultat d'hier. Ouais. Voilà. Là, des petits photophores, donc il y a plusieurs. Alors, photophores ou brûle encens pour les encens en cône. Ouais, trop bien. Voilà.
Bon, des bols, des vases, des photophores, c'est un peu tout. Des fleurs. Des fleurs aussi qui marchent bien. Ça marche bien, ouais. Et puis là, les Zoyas. Et puis les Zoyas qui permettent d'irriguer les potagers. Alors j'ai vu que tu as plusieurs tailles. Oui. Donc, là, ça c'est un combien de litres? 1,2 litres. 1,2 litres, ouais. C'est pour qu'il y a une taille, c'est ça, autour de... On a à peu près 50 cm. Ouais. D'arrosage. Un diamètre de 50 cm. Après... Et là-bas, ceux-là, sur les 2 litres, on est plutôt sur du 80. 80 litres. Ok. Et donc tu as deux types de bouchons là. Ouais, il y a des bouchons bruts ou des bouchons émaillés pour mettre un peu de couleur. Ouais. Tout à l'heure il y en avait un coccinelle. Ouais, tout à l'heure il y en avait un en coccinelle. Ouais. Là c'est quoi? Ça c'est des petits hiboux. J'ai eu la chance de récupérer un moule. Donc de temps en temps je coule. Non, c'est pas des hiboux, c'est des chouettes parce qu'ils n'ont pas les trucs. Ouais. Voilà. Sympa. Donc c'est sympa aussi, ça fait une petite déco. Ouais. Et des poules à suspendre. Ouais, cool. Et je voulais parler des conseils d'utilisation alors de la poterie, enfin de la céramique, pour par exemple là, mettre des choses chaudes. Est-ce qu'on peut mettre au micro-ondes? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu les grandes questions. Qu'est-ce que tu préconises toi? Moi, je préconise pas grand-chose, c'est-à-dire que je ne garantis pas l'usage du micro-ondes. Ouais. Pour autant, j'ai des tasses qui y vont de temps en temps. J'en ai pas chez moi, mais je sais qu'il y en a qui y vont et ça se passe bien. Ouais. Et en même temps, j'ai aucune garantie, donc je préfère pas proposer ça. La vaisselle, moi, ça fait 1 an et demi maintenant que je passe toute ma vaisselle au lave-vaisselle. Ça fait très bien, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et après, tout peut passer au four, mais faut pas le mettre sur un feu, parce que si on est sur le feu, on va chauffer le bas et ça va casser parce qu'il y aura du chaud en bas et du froid en haut. Ouais. Mais si on met au four, comme un plat quelconque, si on veut faire un petit gratin, là, avec une petite soupe, du fromage par-dessus, je mets à gratiner, ça ira très bien. Voilà, et après c'est plus les chocs. Mais sinon voilà. Les différences de température, ça résiste moyen, je crois, non? Ou bien? En fait, il faut éviter les différences de température entre une partie de la pièce et l'autre. Parce que c'est là où ça peut casser. Ok. Mais faire préchauffer son four à 220 et puis mettre le plat dedans, il n'y a aucun problème. Ça va chauffer de manière homogène. C'est cuit quand même à 1000 degrés, donc c'est pas 200 degrés qui vont leur faire peur. Ok, cool. À ce niveau-là, donc on peut mettre du café très chaud, il n'y a pas de souci. Oui, du thé, n'importe quoi, de la bière, ça prend tout. Non, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses? Le seul truc, c'est effectivement les Zoyas, ça craint le gel. S'il y a de l'eau dans la terre cuite, au moment où ça gèle, ça risque d'éclater. Bonjour madame. Bonjour. Bon, bah c'est cool. T'as fait un bon marché là? Un peu, regardez, il y en a un peu partout. Oui, c'est un marché sympa. On sent que les fêtes sont là, donc les gens. Ouais, il y a du monde là, c'est bien. J'ai vu Angélique là aux crêpes, Nelly, Alexis, ils sont là. Il y a Cécile qui est là aussi. Oui, avec ses plantes. Ses plantes ornementales. Voilà. Et puis voilà. Bon, bah c'est cool. Bah oui. De te voir là. J'ai profité tout à l'heure aussi, de profiter de ta présence pour aller faire mon marché aussi. Je pouvais laisser le stand en toute sérénité. Bon, bah je vais te laisser finir ces fêtes de fin d'année. Merci pour ta visite. Et puis merci pour la vidéo, c'était trop cool. Ouais. On a fait un bon atelier. Peut-être qu'on en refera d'autres où j'aimerais bien faire un Noya si tu proposes des ateliers. Oui, on pourra essayer, effectivement. Ouais. C'est vrai que je trouve que tu avais un bon contact, une bonne prise en main. Parce qu'en général, je ne recommande pas trop tôt parce que c'est des grosses pièces et tout ça, mais c'est vrai que la facilité avec laquelle tu as fait ta première pièce, je pense qu'il y a moyen de monter en gamme assez rapidement. Ouais. Et moi, la prochaine fois, c'est Loya. Je veux en avoir un et je veux le faire moi-même. Tu viendras le faire alors. Voilà, plutôt que de l'acheter. L'idée, c'est de remettre la valeur dans mes mains et de les fabriquer moi-même. Je t'accompagnerai avec toi. Super. Bon, merci. Allez, à bientôt. Salut.